rencontré, c'est un thème qui est très très important. Il s'agit bien entendu des gens qui travaillent sur le paludisme avec les moustiques, de Rémi qui travaille avec les virus qui sont également vectorisés, et puis dans le laboratoire de Didier Raoult, on travaille aussi un certain nombre de maladies et de pathogènes qui sont vectorisés. Donc le vecteur est un point extrêmement important. La connaissance du vecteur est une expertise rare. Il y a très peu de gens en réalité qui s'intéressent, qui travaillent et qui ont une vraie expertise en matière de vecteurs. C'est un domaine que l'on essaie depuis des années de renforcer parce qu'on est conscient de l'importance de cette connaissance, et donc on est content que Jean-Michel nous fasse sa présentation aujourd'hui, nous éclaire sur certains aspects de ces vecteurs sur des projets particuliers. Merci beaucoup. Je vais peut-être faire ça. Voilà, on verra faire ressortir les diapositives. Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu des insectes. Aujourd'hui, je vais vous sortir un peu du laboratoire, vous amener un peu plus sur le terrain. On va parler surtout dans des punaises élites qui est un gros problème actuellement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. D'ailleurs, on a fait un PHRC, donc projet hospitalier de recherche clinique, qui est initié par l'hôpital de Nice, par mon collègue Pascal Delaunay. Et je vous parlerai aussi de l'investigation entomologique au domicile des patients, les demandes de médecins, des insectiseurs, etc. C'est un petit peu un nouveau métier qui est en train peut-être de faire un jour. On verra par la suite ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche très bien. Donc je sais que vous n'êtes pas tous entomologistes, donc je vous dis deux petits mots de généralité sur les insectes. D'abord, comme vous voyez, c'est quasiment les 2/3 des animaux vivants, hein, c'est énorme par rapport au reste. Un insecte, un arthropode plutôt, donc je vous définis un petit peu le mot arthropode parce que c'est un mot qui revient souvent. Arthropode, notamment, ça veut dire patte articulée. On l'utilise par exemple quand on parle d'arbovirus, hein, arthropode, borne, virus. Pour nous, ça facilite la chose parce que plutôt que de dire qu'une maladie est transmise par les insectes et les arachnides, c'est plus simple de dire par un arthropode, ça permet de regrouper tout l'ensemble. Voilà. Et de ne pas se tromper. Un insecte, donc le mot insecte déjà par lui-même, ça vient du latin insectum, donc en section, en morceaux, donc comme vous voyez, c'est en plusieurs parties un insecte. Hein. D'ailleurs, le mot entomologie aussi, ça vient de. Là, c'est le grec, entomos. Hein, ça donne différentes formes de livres, par exemple, en français. Donc, on retrouve plusieurs parties chez un insecte, la tête, bien sûr, qui va comporter les organes sensoriels, antennes, yeux, ocelles, les pièces buccales. Ensuite, on a le thorax. Le thorax auquel sont rattachés tous les appendices, les ailes comme les pattes. Donc, ça va être un paquet de muscles. L'abdomen, qui va comporter surtout donc, les organes digestifs et les organes sexuels. Chez les arachnides, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que les parties sont moins visibles. Là, en plus géminotique, c'est encore moins visible. Chez une araignée, on va bien voir le céphalothorax, c'est-à-dire la tête et le thorax qui sont collés, et l'abdomen. Chez les tiques, c'est encore moins visible, mais on distingue quand même la tête ici, qu'on appelle le podosoma, donc sont rattachées les pattes, et le reste, le pistosoma, donc ce sera en quelque sorte l'abdomen. Voilà quelques généralités. Un petit mot sur l'entomologie médicale et les gens qui l'ont faite, cette entomologie médicale. Ça a commencé, on va dire, avec Sir Patrick Manson en Asie, qui a montré que les moustiques pouvaient transmettre des filaires. Il avait un jardinier qui était infesté par les filaires, il le savait, donc il a fait piquer par un petit peu tous les insectes qu'il trouvait. Et il regardait après dans ces insectes s'il retrouvait les filaires. Et il les a retrouvés chez le moustique. Donc il a commencé à montrer et à étudier donc, les insectes et leurs relations avec la santé humaine. Bon, quelques autres personnes célèbres, Sir Ronald Ross, le major Walter Reed qui a travaillé sur la fièvre jaune, Walter Ricketts, donc, qui a travaillé bien sûr sur les rickettsioses, hein, la maladie auprès des montagnes rocheuses, et aussi sur le typhus transmis par les poux. Il va en mourir d'ailleurs à 30 ans. Et bien sûr Lavéran, hein, un Français qui a eu le prix Nobel en 1907 pour ses travaux sur le plasmodium. Oui, il ne faut pas oublier que beaucoup de ces gens-là ont payé de leur vie leur recherche et l'avancée de la science. Donc les punaises-élies, fameuses punaises-élies. La punaise, c'est quoi? Donc c'est un insecte qui possède un rosse articulé, c'est ce qui le distingue un peu des autres insectes, qui vont lui permettre donc de piquer et d'aller chercher les vaisseaux sanguins. On voit ici donc ce rosse il est pliable, il sert en fait de gouttière pour des stylets très fins qui vont pénétrer la peau et aller chercher les vaisseaux sanguins. Hein, vous voyez ici. Si on fait une coupe dans ces stylets, on s'aperçoit que
les stylés sont coaptés entre eux pour former un canal alimentaire et un canal salivaire. Donc injection de salive, qui va avoir un effet hémostatique et anesthésiant, aspiration du sang pour le canal alimentaire. Ça, c'est très caractéristique des punaises. Alors ces punaises des lits, en fait, elles nous accompagnent depuis très longtemps, puisqu'elles seraient à l'origine sur des chauves-souris, notamment dans les cavernes. Elles seraient issues de là. Lorsque les premiers hommes se sont rapprochés donc, de l'entrée des cavernes, les punaises des lits sont tout simplement allées vers les hommes, ça leur a plu. Et lorsque les hommes se sont sédentarisés, elles les ont suivis dans leur village. Voilà comment on pense que les punaises des lits, l'origine des punaises des lits. Et pour confirmer ceci, on sait que le Primissimex, qui est la punaise des lits la plus primitive, on dira, qui a le plus de caractère primitif, elle vit justement avec des chauves-souris. Et puis en 1965, quand même, on a découvert une population sauvage donc, de punaises des lits, de Simex equinarius, dans une caverne en Afghanistan. Voilà, ces punaises des lits, comme vous le voyez, elles n'ont pas d'ailes, donc elles se déplacent vraiment avec nous, c'est vraiment nous qui les déplaçons, c'est à la même image que les poux, c'est vraiment un parasite de l'homme. Alors, le terme punaise des lits désigne en fait deux espèces, Simex equinarius, c'est celle qu'on va trouver chez nous ici, dans le paléarctique, mais un petit peu aussi dans le tropical, et Simex hemipterus, qui est vraiment une espèce tropicale. On les distingue ici au niveau du pronotum, notamment il est beaucoup plus large chez Equinarius que chez Hemipterus. Bien sûr, l'hôte c'est l'homme et elle pique surtout lorsqu'on dort. C'est plus facile pour elle. Alors donc les principales caractéristiques des punaises des lits, donc ça va être un caractère hématophage obligatoire. Alors sur des mammifères ou des oiseaux, il existe des espèces sauvages, c'est pas l'Equinarius, c'est l'autre. Et surtout important aussi l'insémination traumatique. Je vais vous en parler un peu. C'est quelque chose qui est unique au sein des insectes et qu'on ne retrouve que chez les punaises. Alors il existe, comme je vous l'ai dit, d'autres espèces de punaises sauvages, entre guillemets, donc qui vont se nourrir sur d'autres animaux comme ici le pigeon, les chauves-souris, beaucoup sur les chauves-souris, et à l'occasion elles peuvent piquer aussi les autres. Celles qui sont sur les pigeons ou sur les oiseaux, par exemple, lorsque les jeunes quittent le nid, elles n'ont plus rien à manger, elles peuvent rentrer dans la maison et piquer l'homme. Et c'est occasionnel. Le cycle de la punaise des lits, donc c'est un hétérométabole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas vraiment des stades larvaires, c'est ce qu'on appelle des immatures ou des jeunes, c'est-à-dire que à la sortie de l'œuf, elle ressemble déjà à l'adulte. Seule différence, les organes génitaux ne sont pas différenciés, et lorsque c'est un insecte ailé, il n'a pas d'aile. Bon là, dans le cas des punaises des lits, ça ne marche pas. Donc vous voyez, il y a 5 stades immatures. Entre chaque stade, il faut bien sûr un repas sanguin, des protéines, toujours pareil, pour fabriquer de la matière. Pour passer au stade suivant. Et donc, une fois adulte, ça peut aller de 45 jours à 11 mois. Tout dépend bien sûr de la température, si elle est clémente ou pas, et bien sûr s'il y a de la nourriture ou pas. Si vous partez de votre appartement pendant 6 mois, elles vont vous attendre pendant 6 mois. Et quand vous revenez, le cycle va reprendre. Alors, toujours dans le cycle, le plus difficile pour nous qui allons sur le terrain, donc chez les gens, rechercher donc, ces punaises, bon, c'est vraiment ça qui est pique. Le plus difficile, c'est les premiers stades. Ils sont très petits, ça mesure 1,5 mm. Alors, lorsqu'ils sont gorgés, ça fait des petits points noirs, on arrive à les voir, là, vous voyez, par rapport aux doigts, ça vous donne une idée de la taille. Mais lorsqu'ils ne sont pas gorgés, c'est carrément transparent. Donc, nous, c'est notre hantise chez les gens, c'est de ramener des premiers stades sur nous. Quoi. Les adultes, on les voit, mais les premiers stades, c'est très difficile. Pareil pour les œufs, vous voyez, c'est très petit, ici par rapport à une épingle. Et ils fleurent ces œufs 7 à 15 jours après la ponte. Et surtout, ils résistent très bien aux insecticides. Alors ça, c'est important à savoir. Parce que lorsque vous allez faire un traitement, vous allez tuer les adultes et les larves, les œufs vont attendre. Si vous ne refaites pas un traitement 7 jours plus tard ou 10 jours plus tard, ça recommence. Donc vous repartez à zéro. Donc ça, c'est très important, surtout pour les désinsectiseurs, pour le traitement. C'est très important à savoir. Alors la morphologie de ces punaises de lit sont très plates. Vous voyez, elles peuvent se glisser vraiment derrière des cadres, ici derrière une couture de canapé. Et là, un cas que j'ai eu récemment, sur les coutures d'une veste en jean. Donc chez ce monsieur, il y en avait tellement qu'il y en avait même sur sa veste. Et lorsque je lui ai demandé comment il se déplaçait, il m'a dit en bus.
Alors ça m'a permis plus rétrospectivement de m'expliquer des cas, parce que j'avais eu des cas de deux personnes âgées qui vivaient dans des beaux appartements, qui n'avaient pas voyagé, qui n'avaient pas acheté d'objets d'occasion, et qui se sont retrouvés à des infestations de punaises de lit. Je ne comprenais pas comment les punaises de lit avaient pu arriver chez eux. Donc rétrospectivement, j'ai rappelé ces personnes pour leur demander comment elles se déplaçaient. Je vous laisse deviner la réponse, vous avez compris. L'autre caractéristique intéressante des punaises de lit, c'est qu'elles ont tendance à se regrouper, elles ont des hormones d'agrégation. Alors ici, c'est par exemple, on le voit, ça c'est un drap que j'ai soulevé donc, chez un monsieur. Voilà ce qu'il y avait, donc elles se sont rassemblées. Donc ça, on peut l'exploiter pour poser ce qu'on appelle des monitors dans une pièce, pour savoir s'il y en a ou s'il y en a encore après traitement. C'est des espèces de cartons empilés comme ça. D'accord? Ou alors des cartons compris avec de la glu, lorsqu'on va aller se cacher dedans, on va pouvoir les retrouver. Donc c'est une caractéristique qui peut être exploitée qui est intéressante. Alors l'insémination traumatique dont je vous ai parlé, qui a beaucoup été étudiée par le professeur Cario Muséum, qui a été mon professeur, je suis bien de connaître, qui a été une révolution à l'époque dans les années 70, c'est que chez le mâle, les organes génitaux sont transformés. Chez les punaises, il y a deux organes qu'on appelle les paramères qui lui permettent de s'accrocher à la femelle. Chez les punaises des lits, il y a une de cette pièce qui est punaise qui a régressé et l'autre s'est allongée. Elle s'est enroulée sur elle-même pour former une véritable aiguille. On le voit ici. Voilà. Avec cet organe, le mâle, il va transpercer l'abdomen de la femelle. Il ne va plus utiliser les voies génitales normales de la femelle, qui sont préservées. La femelle n'a pas évolué de ce côté-là. Par contre, ce qu'elle a fait la femelle, pour pallier à ça, donc elle a fabriqué une espèce de poche qu'on appelle le spermalège. Et ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a une encoche dans la sternite pour que le mâle se glisse à ce niveau-là et injecte son sperme ici. Pourquoi elle fait ça, on ne sait pas. On ne sait pas l'expliquer. Ce qui se passe, c'est que, bon, le 3/4 du temps, il loupe le spermalège, donc ça part dans l'abdomen de la femelle, ça part dans la circulation, on en retrouve de partout, dans les pattes, dans les antennes. Mais tout ce sperme finit finalement par retrouver les organes génitaux. Mais ça va beaucoup plus loin parce que si je vous dis qu'un mâle n'est pas capable de reconnaître une femelle d'un autre mâle, donc qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Il transperce un mâle. Il transperce un mâle et pareil, le sperme va migrer dans tout le corps de la punaise pour se retrouver finalement avec le sperme du mâle, donc d'origine. Donc un mâle, quand il va semencer une femelle, il va pouvoir le faire avec du sperme de plusieurs mâles. Vous voyez le passage génétique que ça peut entraîner. Donc ça c'est unique chez les punaises, l'insémination traumatique. Alors c'est intéressant parce qu'on pense, je vous en reparlerai tout à l'heure. Retenez carrément l'insémination traumatique. Alors hématophage, donc bien sûr la piqûre va être responsable de réactions allergiques dépendantes des personnes, bien sûr, et là ça ne va rien leur faire, ça va passer inaperçu. Chez d'autres ça va être une catastrophe, vous voyez ici, chez cette dame. La composition de la salive, bien sûr, il est pour beaucoup. C'est une salive anticoagulante. Quand elle aspire le sang, elle n'a pas intérêt que le sang coagule. Anesthésique, puisqu'elle n'a pas intérêt à vous réveiller le temps de son repas sanguin qui dure, disons, 10 minutes à peu près. L'effet, donc, ça va être à force, lorsqu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vais chez des gens où il y en a vraiment des milliers qui se font piquer tous les jours. À force, ça peut être des anémies fériprives, par exemple. Là, il y a eu un cas qui a été décrit. Des cas de réponse immunitaire exagérée de l'organisme qui peut aller très loin. Bien sûr, des problèmes psychologiques. Hein. Vous avez des gens, ils deviennent fous qui m'appellent tous les jours, même quand ils n'en ont plus, ils sont quand même traumatisés. Vous dormez quand même avec des bestioles qui vous courent dessus et qui vous piquent. Donc des insomnies, bien sûr. Des infections secondaires, on va le voir tout à l'heure. Et bien sûr, le coût, parce que pour faire traiter son appartement par une punaise de lit, moi je travaille avec des insectiseurs, c'est entre 300 et 400 euros quand même. C'est 3 traitements successifs. Donc pour les gens qui ont peu de moyens qui se retrouvent avec ça, c'est vraiment galère. C'est pareil. Alors là, intéressant, un cas que j'ai eu, un des premiers cas que j'ai fait, d'ailleurs, je m'étais trompé au départ sur le diagnostic, parce que le monsieur, il se faisait piquer, il était massacré, il avait un prurite, il n'arrivait pas à dormir, il était énervé, il se réveillait la nuit plusieurs fois, il ne comprenait pas, et sa femme n'avait rien du tout. Il dormait dans le même lit. Donc je suis parti sur une fausse piste, je me suis dit il doit se faire piquer ailleurs. Moi j'ai un peu regardé le lit, j'ai rien trouvé. Et il est parti en vacances, lorsqu'il est revenu, il s'est fait massacrer, bien sûr, il s'est fait piquer de suite et il s'est réveillé. Là il a réussi à en attraper, on les a menés. Donc là je suis retourné, on a vraiment détourné tout le lit, on a retrouvé des stades primaires, effectivement, des toutes petites, et il avait attrapé ça dans un hôtel à Nice. Et donc du coup à la dame j'ai dit mais c'est pas possible, vous ne fassiez pas piquer.
Donc en regardant bien, effectivement, elle a trouvé des petits traits, elle a dit, je croyais que c'était la petite en s'amusant qui m'avait griffé. Et vous voyez, ça n'avait rien à voir, quoi. Ça passait inaperçu, alors que chez le monsieur, c'était vraiment une catastrophe. Ah, pour vous donner des exemples de disproportion de la réaction. Bon, quelques cas aussi, bon ça c'est chez des militaires récemment. Et là, le dernier cas que j'ai vu, c'était un petit bébé, donc il se faisait piquer aussi au niveau du bras, là, notamment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'elles ont fait leur repas de sang, elles vont faire les déjections à l'extérieur de leur endroit de repos. Elles sont assez propres pour ça. Elles ne vont pas déféquer à l'endroit où elles sont. Donc ça va être ici, vous voyez, dès que vous voyez ces petits points noirs autour d'un endroit, vous pouvez être sûr qu'il y en a pas loin. Ici, c'est par exemple une écaille de peinture que j'ai faite sauter, et dessous, effectivement, il y a des punaises. Là, ici, au niveau du rideau, là, pareil, quand vous voyez une prise comme ça, une prise électrique, vous vous doutez que derrière, il y a pas mal de monde. Voilà, ça, c'est des signes pour nous qui sont importants pour les repérer. Alors, ces punaises de lit, avant la dernière guerre, donc avant l'arrivée du DDT et des insecticides, c'était très commune, les punaises de lit. Tout le monde en avait, tous les milieux sociaux, on avait régulièrement des punaises de lit qui revenaient. Là, je vous ai mis quelques illustrations de cartes postales d'époque, etc. Et vous voyez, c'est vraiment tous les milieux sociaux, aussi bien les militaires que ici, quelqu'un de plus bourgeois. Voilà, il y avait même des publicités pour des produits, des poudres de perlimpinpin pour se débarrasser des punaises de lit. Donc à l'époque, c'était vraiment classique. Voilà aussi une publicité, c'est la boîte d'un produit. À l'époque, ils traitaient l'anhydride sulfurique et sulfureux, pardon. Vous n'avez pas de mémoire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Bien sûr, il y a le DDT qui est arrivé, qui sont des insecticides puissants et très rémanents, c'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps. Vous mettez du DDT pendant 6 mois, vous êtes tranquille, ça va agir. Donc, c'est pratique parce que vous faisiez un seul passage. Vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, tuer les adultes. Et les œufs, lorsqu'ils vont éclore, l'insecticide étant toujours actif, ils vont mourir. Donc, les insecticides qui existaient à l'époque n'ont fait que disparaître les punaises de lit. Le fait aussi de l'amélioration de l'habitat, le chauffage central, on a reconstruit après la guerre donc, des appartements neufs. Donc il y a eu une très longue période de silence où ça devenait même difficile de trouver les punaises de lit, même les gens qui faisaient des études scientifiques dessus, ils avaient du mal à en trouver. Moi-même, depuis 1980, où je m'intéresse aux insectes, j'ai eu que 3 cas à peu près où on m'a apporté des punaises de lit, bon, une fois pendant que je faisais mon armée, une fois dans le service de cardiologie à l'hôpital d'Aix, et une fois un collègue donc, qui avait acheté un livre d'occasion et qui s'est fait piquer par des punaises de lit. Donc elles étaient quand même autour de nous, de façon en sommeil, je dirais, il y avait quelques cas qui sortaient de temps en temps, mais c'est tout. Alors que maintenant, on a vraiment, depuis le début des années 2000, je vais dire, on a vraiment une explosion des cas d'infestation par punaises de lit. Là, je vous ai mis quelques photos sur des cas que j'ai fait à Aix-en-Provence. Donc, on entend beaucoup parler des USA et du Canada. Il y a une émission il n'y a pas longtemps d'envoyé spécial, je crois, où ils ont parlé presque que de ça. Donc, là-bas, c'est une catastrophe, mais ils n'ont presque pas parlé de la France, mais on y est. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pareil. On entend moins parler parce qu'en France, on n'ose pas en parler, parce que c'est une question de pudeur, de honte derrière tout ça. Mais vous pouvez très bien demain aller dans un palace, on a entré dans du palace à Cannes, et à ramener chez vous, aussi bien à l'hôtel, etc. Ou maintenant dans le bus. Ou dans le cinéma, je suis un cadre de cinéma. Donc il y en a de partout. Et un autre signe indicateur aussi, c'est les interventions des professionnels de la désinsectisation. Moi je vous le dis, j'ai des collègues qui font fortune avec ça en ce moment. Vous voulez vous lancer dans le métier, vous pouvez y aller, parce qu'il y a de l'avenir. Ça rapporte énormément. Ils embauchent pas mal. Donc là, des cas que j'ai eu, là par exemple, c'était un jeune homme et il avait ça dans son lit, il ne comprenait pas ce que c'était. Il avait laissé traîner, donc il m'a appelé. Alors du coup, il ne dormait plus dans son lit parce qu'il me disait qu'il n'arrivait plus à dormir. Vous voyez tout ce qu'il y a. On ne voit pas trop, c'est pas très net sur la photo, mais... Donc il s'était posé une couette à côté, il dormait sur la couette, et sur la couette il y avait autant que dans le lit. Ici c'est un monsieur, bon lui, qui avait des problèmes psychologiques, je dirais, il ne se rendait pas compte de ce qui lui arrivait. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des taches de sang. Ça c'est le drap que j'ai retourné, pour vous montrer un petit coin du drap. Et là quand vous soulevez le drap, ça part de tous les côtés. Quoi. Donc là on donne des conseils, on essaie de déconseiller tout ça, mais vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont pas notion de ce qui leur arrive. Là ce monsieur, j'ai dit, il avait ses draps à plus de 60 degrés déjà. Se débarrasser de tout. Alors ce qu'il m'a répondu, c'est, vous comprenez, c'est du coton, j'ai peur des abîmer. Voilà, c'est le genre de réflexion qui vous dit, mais voilà, on n'y arrivera pas. Quoi.
Donc l'autre problème aussi, c'est les habitats sociaux. Là, c'est le cas d'un HLM qu'on avait sur Aix-en-Provence. Je vous en parle parce que vous qui vivez dans les cités U, tout ça, soyez très vigilants. Il faut donner l'alerte immédiatement, n'attendez pas. Ça fait très bien où vous arrivez, il y a eu des cas sur Marseille déjà. Donc là, ce qu'on a fait dans ces cas-là, quand on a carrément un HLM qui est infesté, ce qu'il faut faire, c'est du porte-à-porte, on demande aux gens aussi qu'on a, faire un plan du bâtiment pour essayer de comprendre comment ça circule. Dans ce cas-là, c'était évident que c'était une circulation verticale. Vous voyez, les appartements qui sont atteints sont superposés. Donc, celui-là, celui-là. Et on s'est aperçu dans des appartements vides qui venaient d'être refaits que ça circulait par les gaines de chauffage. Vous savez, il y a des gaines de dilatation. Donc c'est très bon milieu. Et les blattes étaient les premières à passer. Donc si les blattes passent, les punaises de lit aussi certainement. Donc là, avant d'entreprendre des traitements, etc., il faut faire des travaux, par exemple, boucher toutes ces voies de communication pour isoler les problèmes. Donc on a eu un cas ici, alors c'est rigolo, en faisant du porte-à-porte, on s'aperçoit que, par exemple, ce cas-là, bon, on a appris que le monsieur qui était là, certainement à l'origine de l'infestation, bon, il avait une relation avec la dame qui était là, il avait une relation avec la dame qui était là-haut, on a dû dire, donc on apprend plein de choses, ça permet de... Ça ne circule pas que par les gaines de chauffage. Alors pourquoi il y a cette résurgence après la guerre? Bon, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, bien sûr, l'augmentation des voyages, des échanges, etc. Au Canada, vous avez la mode de chaque année changer d'appartement, donc on change, on déménage, etc. Donc ça favorise bien aussi. Interdiction d'utiliser des insecticides rémanents. Donc les insecticides que vous allez acheter, ils vont faire effet quelques jours, mais c'est tout, même ceux qui utilisent les professionnels, on n'a plus le droit d'utiliser des produits trop toxiques. Ensuite, les pièges pour insectes se sont améliorés, c'est-à-dire que pour les blattes, par exemple, ou pour les fourmis, on a vraiment des pièges spécifiques à phéromones qui vont agir que sur eux. Alors qu'avant, quand vous avez des blattes, on va lancer du DDT, on va traiter tout, quoi. On va tuer tout. Là, maintenant, c'est vraiment ciblé, spécifique. Et puis, il y a plus beaucoup de gens qui connaissent les punaises de lit. Moi, je me suis amusé de mes posters de punaises de lit à demander à des médecins ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en avaient déjà vu. Il y en a, sur 10 personnes, 10 médecins ou biologistes, il y en a une seule chaque fois qui me répondait. Donc c'est vraiment très peu connu. D'ailleurs, il y a eu un article en Angleterre sur une équipe qui s'est amusée à montrer les punaises de lit à des gens de tout niveau de la population. Et se sont aperçus qu'en fait, ceux qui la connaissaient le mieux, c'était les gens qui étaient les plus âgés, donc qui avaient pu connaître pendant la guerre la punaise de lit. Donc on a décidé en 2010, disons, ça a débuté en 2010, de lancer ce PHRC, donc le punaise de lit. Donc le but du jeu, c'est d'aller chez les gens, de ramasser des punaises de lit, et ensuite de les analyser d'un point de vue infectiologie, donc bactériologie ici dans le service du professeur Raoult, virologie donc chez Rémi Charel, génétique des populations qui se fait à Montpellier, dans un laboratoire de l'IRD spécialisé, la résistance aux insecticides, c'est un gros problème, et puis aussi des élevages. Donc on a débuté un élevage ici et à Nice aussi. Je pense que c'est les seuls élevages en France de punaises de lit pour l'instant. Alors les punaises de lit, est-ce que ce sont des vecteurs? Alors on a trouvé énormément d'organismes pathogènes dans les punaises de lit. Ça c'est une étude qui a été faite dans les années 60. Vous voyez, on trouve aussi bien des parasites que des virus, que des rickettsia, des bactéries, etc. dans l'organisme, mais aucune preuve de transmission pour l'instant à l'humain. Il y avait un doute sur l'hépatite B, mais apparemment ça a été supprimé par une étude de 91 de Duperol, qui ont montré que non, c'était pas une transmission. Bon, il faut rester quand même vigilant, parce que comme a dit mon collègue Didier Fonteny, tout nuisant est un vecteur qui s'ignore. Donc notre but, nous, c'est de faire la même chose que ce qui a été fait dans ces années-là, mais avec nos outils moléculaires modernes, etc. Voir si on ne pouvait pas trouver de nouveaux trucs. Il y a un article qui a été fait récemment d'ailleurs par l'équipe de Toki et de Pascal Delaunay, donc qui recense un peu tout ça, toute la littérature, quoi, qui est intéressant. Et donc là, je vous reparle de l'insémination traumatique parce qu'il y a une théorie qui est intéressante. C'est que la femelle, son abdomen est perforé, il y a énormément d'organismes pathogènes qui pénètrent à l'intérieur. Donc, dans bien des cas, elles meurent, les femelles, à force de ces traumatismes. Bon, il y en a pas mal qui survivent, la majorité, bien sûr. Donc, on se demande si elle n'a pas un système immunitaire qui est vraiment blindé, qui lui permet vraiment de résister à tous ces pathogènes et qui pourrait les neutraliser. C'est pour ça qu'il n'irait pas plus loin que le tube digestif. C'est une des hypothèses. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a dedans, quand même, on se demande comment c'est possible
et quand on voit comment il se nourrit, donc il se sanguine directement. Voilà, c'est une hypothèse. Oui, donc il faut rester prudent quand même parce que il existe des espèces donc, sauvages, d'autres espèces de sinex, hein, c'est pas les plus rares, ce sont des d'autres, qui vont se nourrir par exemple sur des oiseaux et qui peuvent transmettre à ces oiseaux des maladies, notamment des virus d'encéphalite. Au niveau de l'Asie, il y a eu un article aussi qui est intéressant, c'est dans des grottes où des Asiatiques, je crois que c'est en Thaïlande, ils pénètrent donc dans ces grottes pour chercher le guano, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les déjections de chauves-souris pour enrichir la terre. Et bien souvent, ils font une maladie qui va durer une semaine avec un épisode fiévreux, etc. Et ils se font énormément piquer par des punaises. Donc on ne sait pas si c'est vraiment les punaises qui leur transmettent ce virus ou si c'est en remuant les déjections et en respirant qu'ils se contaminent. Donc là, il y aurait une étude à approfondir. Ça pourrait être une piste d'infection. Alors, autre organisme qu'on va retrouver dans les punaises édis, c'est par exemple les Wolbachia. Bon, ça, c'est pas étonnant, on le retrouve un peu dans tous les insectes. Mais là, quand même, les Wolbachia sont très importantes parce qu'on s'est aperçu qu'elles avaient un rôle quand même dans la digestion du sang. Si vous donnez à une punaise édie donc des antibiotiques, donc vous allez détruire ces Wolbachia, on s'aperçoit qu'elle ne va plus se développer. Elle va plus se développer, elle va rester stérile. Par contre, si vous la complémentez en vitamine B, donc, elle va pouvoir repartir, continuer sa croissance, etc. Et refaire. Donc les Wolbachia sont importants. On a trouvé aussi récemment dans l'équipe du professeur Raoult une nouvelle bactérie aussi qui serait commensale et qui aurait certainement un rôle important dans la digestion du sang. Alors tout ça c'est intéressant pour des nouvelles pistes de lutte. Hein, toujours pareil, en donnant des substances qui détruiraient ces bactéries, on pourrait stopper la croissance de la punaise et la détruire. C'est des voies exploitées. C'est pour ça que ces organismes sont quand même importants, même s'ils ne sont pas vraiment pathogènes. Donc la génétique des populations, comme je vous l'ai dit, c'est fait dans un laboratoire de Montpellier. La première étape a été de sélectionner des microsatellites, des marqueurs microsatellites. Ça a été fait dans un premier temps. Maintenant, ils peuvent commencer l'étude de la génétique des populations. Ça va nous permettre d'essayer de comprendre comment ces punaises circulent d'appartement en appartement, de maison en maison dans une même ville, et même de ville en ville, peut-être même de pays en pays. On va peut-être trouver des souches asiatiques, etc. Et bien sûr, donc l'élevage qui a commencé ici depuis peu, donc on a les premiers stades, vous voyez, qui sont les plus délicats, qui ont réussi à se gorger, on le voit ici, avec notre système, un système très simple qu'on utilise pour l'élevage des puces, au dernier étage. Si les jours ça vous intéresse, vous pouvez venir visiter. Donc c'est tout simplement ici une partie où il y a du sang avec une membrane paraffine, qui est dans une enceinte à 37 degrés, pour maintenir le sang. Et en dessous, donc une petite cage, une petite boîte en plexiglas et en espèce de moustiquaire où on met soit les puces, dans ce cas-là, les punaises édies. Donc ça marche très bien et on a commencé comme ça l'élevage. La résistance aux insecticides, donc principalement bien sûr aux pyréthrinoïdes. Les pyréthrinoïdes, c'est dans la structure un petit peu avec des DDT, ils agissent au même niveau au niveau de l'insecte, au niveau des canaux sodium sur le système nerveux. Donc c'est pour ça que la résistance avait débuté avec les DDT, elle a continué avec les pyréthrinoïdes. Donc c'est des enzymes qui vont agir à différents niveaux et on s'est aperçu d'ailleurs, il y a un article récent qu'au sein même d'une même population, les mécanismes peuvent être différents. Même s'ils conduisent tous à peu près à la même chose, c'est-à-dire à détruire l'insecticide. Au sein même d'une même population, il y a des mécanismes différents qui interviennent, des enzymes différents. Donc en France, on peut recevoir des punaises édies résistantes des USA et du Canada, par exemple, parce que là-bas ils sont en avance sur nous, bien sûr. Il y en a énormément de résistance. Mais on s'est aperçu aussi, notamment les collègues qui ont travaillé sur l'hôpital de Bobigny à Paris, donc dans des immeubles entiers, ils arrivent dans certains appartements à 100% de résistance. Moi-même qui visitais des appartements, je peux vous dire que les gens, ils ont tous sur leur frigo la petite bombe insecticide comme ça, et ils me disent carrément qu'ils en mettent un petit coup de temps en temps tous les jours. Donc tous les jours, répété comme ça, c'est sûr qu'ils ont fait une sélection pour sélectionner des résistances. Et là, des collègues des insectiseurs qui arrivent là derrière, ça devient délicat pour s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on a mis en place un protocole. Donc avec ces collègues qui travaillent avec moi, on fait 3 traitements avec 3 produits différents. Pyréthrinoïdes pour commencer, en seconde intention, on utilise plutôt des carbamates, et en dernière intention, plutôt des retardateurs de croissance comme le Camesta par exemple. Et on a 100% pour l'instant de réussite. Ça marche très bien.
Donc voilà, des gens qui utilisent 100% de résistance. Alors en allant chez ces gens, je n'ai pas souvent m'appelé pour les punaises de lit, puis quand je me rendais chez ces gens, en fait, c'était pas du tout les punaises de lit, je me suis trouvé confronté à d'autres problèmes. Et donc ça m'a donné l'idée de faire donc, ce qu'on appelle des investigations à domicile, à la demande de professionnels, dermatologues, médecins, ou des particuliers eux-mêmes carrément. J'ai présenté ce plan, donc ce projet à l'ARS. Il se trouve que justement, elle a été créée en 2009, le plan régional santé-environnement. Vous présentez le projet qui a un rapport entre la santé et l'environnement. Si c'est accepté, il vous finance. Donc moi, ça a été mon cas, c'est un projet qui a été financé, qui m'a permis donc de faire ces visites à domicile payées par une subvention. Voilà, une heure supplémentaire. Alors pourquoi faire une expertise? Donc comme je vous le disais, c'est un besoin pour les personnes, parce que moi je me suis mis à la place d'une personne qui se fait piquer chez elle par une bestiole ou qui a énormément d'insectes chez elle, elle ne sait pas ce que c'est, qui elle va aller voir? Le pharmacien, moi j'ai eu le cas, je peux vous dire, un gars qui a montré des punaises de lit à un pharmacien qui lui a dit que c'était des pucerons. J'ai entendu de tout, quoi. Donc les muséums, ils ont plus d'entomologistes, ces gens-là, ils ne savent plus vers qui se tourner. Ensuite, c'est un besoin pour les dermatologues comme pour les médecins. Vous avez devant vous un patient qui a été piqué, c'est manifestement par un insecte, un arthropode. Vous allez lui donner une pommade, des antihistaminiques, et puis il va repartir chez lui, puis vous ne saurez jamais par quoi il a été piqué. Donc il y a ce petit côté frustrant que j'essaie aussi de compenser. Donc ce sont ces médecins qui me demandent d'aller chez leurs patients. Donc comme je vous le disais, les pharmaciens qui reçoivent des insectes, ils ne savent pas quoi en faire. Et enfin les professionnels de la 3D, donc 3D c'est dératisation, désinsectisation, désinfection, c'est les professionnels qui font ça, qui ne sont pas des entomologistes. Alors, vous pouvez devenir demain désinsectiseur si vous voulez, la formation elle dure 5 jours. En 5 jours, vous êtes professionnel, vous pouvez monter votre boîte. Et c'est pas comme ça que vous allez connaître les insectes, c'est pas possible. Donc ces gens-là, maintenant j'ai plusieurs qui travaillent avec moi, quand ils sont chez des gens qui sont confrontés à un problème, ils m'appellent ou ils m'envoient l'insecte, ils me disent qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc c'est là qu'on peut apporter, je pense, il y a de quoi faire. Quoi. Donc comment ça se passe? Donc, je vous l'ai dit, je vais chez les gens, j'ai mon petit matériel, je prélève. Lorsque je ne trouve rien, je mets des pièges. Lorsque c'est des acariens, par exemple, ça mesure un tiers de millimètre pour rien, et que j'ai un petit doute, donc j'ai mis au coin ces pièges, c'est tout simplement une feuille A4 avec 2 bandes de scotch double face. Je les mets en place sous des meubles, à des endroits où je soupçonne qu'il peut y avoir des acariens, par exemple, dans le cas des acariens. Les gens laissent en place 48 heures, au bout de 48 heures, ils mettent une couche de paraffine, c'est du plastique alimentaire, par-dessus le scotch. Ils les empilent, ils les mettent dans une enveloppe, ils me l'envoient. Ça permet de les empiler sans qu'elles se collent entre elles, et moi je peux à la loupe binoculaire observer à travers le plastique transparent, ce que je vois. Donc ici par exemple, vous voyez un acarien, bon, on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est un cas d'acarien. Après on peut faire aussi des investigations dans l'environnement, on a eu plusieurs cas, notamment avec le virus Toscana, hein. Mais oui, tu connais bien, le piège à phlébodome par exemple. Voilà, on peut faire des investigations comme ça, évidemment. Avec cette subvention, j'ai acheté énormément de pièges, un peu tous les pièges d'insectes qui existent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc je reviens au laboratoire, une fois que j'ai fait mes captures, il faut identifier l'insecte. Si ce n'est pas un vecteur, pas de problème, identifie. Je rédige une fiche et un rapport pour le patient, lui expliquant ce qu'il a et ce que c'est et ce qu'il ne risque pas, parce que apparemment c'est pas très dangereux. Je fais une copie pour le médecin, et bien sûr avec mes conseils pour s'en débarrasser. Voilà, des fois c'est des conseils tout simples, pas besoin de faire des tas de désinsectisation, etc. Si jamais c'est un vecteur, alors là on va plus loin, on fait des recherches ici, donc en recherche de rickettsie, éventuellement de virus, etc. Et si ces recherches sont positives, alors là on peut même appeler les autorités de santé et voir ce que c'est par exemple dans un HLM, je ne sais pas, mettre un cordon de sécurité, etc. Donc faire une étude beaucoup plus approfondie. Donc on a un rôle aussi de sentinelle. Hein. Si un jour il y a quelque chose qui émerge dans la région, avec tous ces contacts, tout ce réseau, et si on retrouve donc un cas qui se multiplie dans une ville, par exemple, on pourra tirer la sonnette d'alarme. Donc un rôle de sentinelle, qui n'est pas négligeable, à mon avis. Donc quelques cas de non-vecteurs, donc les punaises de lit par exemple, hein, on en a parlé. Un autre cas qui est en train de se développer, ce sont les piémotès. Les piémotès, ce sont des acariens, hein, je vous ai mis ici la photo d'un mâle, ici d'une femelle. Ce sont des acariens qui vivent sur des coléoptères. Les coléoptères qui attaquent le bois. Ce qu'on appelle les vrillettes. Vous savez, on a tous des vieux meubles chez nous avec un petit verre qui fore le bois, qui fait un petit trou avec la sueur qui tombe, etc. Donc ces vers, comme les adultes, ils peuvent être parasités par ces acariens, donc ils vont sucer les molettes, c'est des vampires en quelque sorte.
Donc on les trouve dans la nature, mais ils ne sont pas venimeux. Et on les trouve aussi dans la nature, mais éventuellement dans nos maisons, donc avec ces vers, où eux, c'est plus embêtant, parce que le ventriculus, ils ont une salive qui est venimeuse. Et là, je vous ai mis l'exemple de la reproduction chez les acariens, c'est des ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs se développent dans la femelle, c'est les adultes donc, qui sortent directement. En premier, les mâles, 5% de la progéniture, 95% sont des femelles, donc ils vont piquer. Les mâles attendent sur l'abdomen de la femelle, oui, et dès que les femelles sortent, ils se jettent dessus et ça coupe immédiatement. Donc vous voyez, ils sortent les premiers et ils attendent. Donc voilà le coléoptère dont je vous ai parlé, donc un œuf ici attaqué donc ici par une brillette, donc on est là. Il faut savoir que les piqûres d'acariens, ça finit par les tuer. Des fois j'en trouve au pied du meuble, donc ils sont tombés carrément du trou. Donc l'adulte ici qui mesure, on va dire, 5-6 mm. Ici un adulte d'anobium, donc il s'appelle anobium, son nom scientifique, sur lequel j'ai écarté les élytres, donc les ailes, et dessous vous voyez les petites boules là. Et en fait c'est ça, c'est des femelles gravides. Hein, c'est des femelles qui sont pleines d'œufs, qui sont en train de se gorger. Et donc, en ce moment, dans la région, il y en a énormément. Hein, l'année dernière, j'en ai eu une quinzaine de cas à peu près. Donc, c'est les points rouges ici. C'était connu sur la région de Nice, il y a déjà eu une publication de nos collègues niçois. C'était connu, il y avait une publication également des années 65 sur Toulon, un cas qui a vu sur Toulon. Et donc là, je me retrouve avec plein de cas au niveau de l'Aix. Donc, j'ai retrouvé des cas dans le Var. Et là, récemment, un cas de Montpellier, une dame qui, depuis 4 ans, galérait, qui se faisait piquer tous les étés, qui ne savait pas par quoi, personne ne savait lui expliquer, on la prenait pour une folle. Et donc j'ai résolu son cas, elle était très contente. Donc là je vous ai mis des exemples de piqûres, ce que ça peut provoquer. Vous voyez. Donc voilà, pour vous expliquer un peu mieux, les collègues des insectiseurs qui vont chez ces gens, ils traitent et ils n'ont aucun résultat. C'est-à-dire qu'ils vont traiter au bout de 3 jours sans recommence. Donc ils deviennent fous parce que les gens deviennent fous, ben, d'abord ça leur coûte très cher. Moi j'ai récupéré des gens qui en étaient à 1000 € de frais de désinsectisation qui ne servaient à rien. Pourquoi? Parce que lorsque vous balancez l'insecticide, vous allez tuer tout ce qui est dans le milieu ambiant. C'est-à-dire tous les coléoptères ou les acariens qui sont sortis des trous et qui se baladent. Vous allez tuer tout ça, mais au fond du trou, donc vous avez toujours la larve qui force un trou et qui est parasitée toujours par les acariens. Donc au bout de 3 jours, ça se reproduit, vous allez voir que ça se reproduit, donc ça ressort du trou et ça recommence. Donc le vrai traitement, la vraie solution, c'est de traiter le bois. Alors il y a le xylophène qui est toxique. Étant donné que je fais partie d'un plan santé-environnement, on me dit là, tu ne vas pas conseiller aux gens de prendre du xylophène, c'est toxique. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un produit extraordinaire. C'est de l'insecticire, c'est de la cire d'abeille mélangée avec du pyrètre, du chrysanthème, c'est naturel. Ça sent très bon, ça traite les meubles et ça marche très bien. Et ça, c'est pas toxique. Donc maintenant, aux gens, je leur conseille ça. Donc un cas que j'ai eu justement pour illustrer cela, un des premiers que j'ai eu donc sur Toulon, c'est ce monsieur donc, qui s'est couché le soir, il n'avait rien du tout. Le lendemain matin, il se réveille, il est couvert de piqûres. Au moins 80 piqûres d'après sa part. Donc il va voir son dermatologue d'abord, il appelle SOS médecin parce qu'il gratte, il n'en peut plus, il fait presque des malaises. SOS médecin, il voyait ça, il ne comprennent pas ce que c'est, donc il envoie chez un dermatologue. Ils en vont en voir 2 même. Le fait qu'il se soit couché, qu'il soit piqué dans son lit, ils ont dit c'est des punaises de lit. Donc ils m'ont appelé, sachant que je travaillais sur les punaises de lit. Donc elle m'a un petit peu expliqué sa femme qu'il avait, et donc elle m'a envoyé la photo sur mon portable. J'ai vu ça, je me suis dit c'est pas des punaises de lit. Donc j'ai passé de suite à ces acariens. Par téléphone, je lui ai expliqué comment poser les pièges, dans toute la maison, dans tous les endroits où vous pouvez penser qu'il pouvait y avoir. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a renvoyé les pièges. Effectivement, il y avait un seul piège qui était positif, c'était l'atelier du monsieur. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, c'est un bien établi sur laquelle il pose ces trucs de bricolage, notamment une salopette, etc. Et effectivement, si vous regardez bien les piqûres, elles épousent exactement la forme.